This is a CBS News special report. I'm Tony DeCopel in New York, and we are coming on the air on this, the last day of the Supreme Court term, with a groundbreaking decision from the court that could have a big impact on the arguments around and over birthright citizenship. The justices have just ruled on whether a single federal judge has the authority to issue what are known as nationwide injunctions that block federal policies across the entire U.S. Ce qui s'est passé aujourd'hui est le genre de choses à laquelle personne ne s'attendait. Sans avertissement, sans préparation, sans même une conférence de presse préalable, la Cour suprême des États-Unis a décidé d'agir. Et lorsqu'elle l'a fait, l'impact a été si violent qu'il a eu l'effet d'un tremblement de terre politique et institutionnel. La base du pouvoir, construite par Donald Trump, soutenue par des décrets, des ordres exécutifs et un discours d'autorité absolue, a commencé à s'effondrer devant les caméras, sous le poids d'une décision historique. Cela faisait des mois, voire des années, que la situation s'était aggravée. À chaque nouveau décret, à chaque nouvelle tentative d'étendre ses pouvoirs présidentiels, Trump s'est rapproché un peu plus d'un modèle de leadership que beaucoup redoutaient, celui d'une présidence autoritaire, sans frein, sans contrepoids, sans respect pour les institutions démocratiques. Il a nommé des juges en espérant leur loyauté, ignoré le Congrès en espérant sa soumission, et traiter la Constitution comme un obstacle facultatif. Mais aujourd'hui, 7 ministres de la Cour suprême ont dit non. 3 d'entre eux ont été nommés par lui. Et cela n'est pas venu comme une sentence. La décision prise à 7 voix contre 2 n'est pas seulement un désaccord. C'est une rupture, un avertissement inscrit dans les annales de l'histoire. Que même le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. La Cour suprême a suspendu plus de 30 décrets qui soutenaient le fonctionnement du gouvernement Trump. Des décrets qui permettaient la fédéralisation des troupes de la garde nationale sans le consentement des États, qui lui donnaient un contrôle absolu sur les agences indépendantes, qui autorisaient des licenciements massifs dans le secteur public fédéral et des budgets manipulés sans passer par le filtre du pouvoir législatif. Tout cela est désormais gelé, tout cela a été jugé inconstitutionnel. Et au-delà de l'impact pratique, qui est déjà colossal, cette décision impose une défaite morale, car elle démantèle le mythe de l'autorité absolue que Trump cultivait depuis le début de son second mandat. Avant de continuer, laisse-moi te poser une question importante. Avez-vous aussi l'impression qu'on joue avec notre dignité? Que les décisions prises là-haut semblent de plus en plus éloignées de la réalité que nous vivons ici-bas? Si cela vous blesse d'une manière ou d'une autre, si vous en avez assez de vous taire, mais que vous ne saviez pas où vous exprimer, écrivez ici dans les commentaires. Je n'accepte plus d'être ignoré. Il suffit de copier-coller. Cela semble simple, mais cela aide énormément. Cela aide d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Cela renforce toute une communauté qui, comme vous, veut simplement être entendue. Et cela permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui ont également besoin de se réveiller. Votre voix a du poids, ici. Alors si vous ressentez cela en vous, commentez. Nous lisons tout. Revenons à la décision. La Cour suprême qui a décidé de limiter Trump est celle qui l'a façonné, qui l'a remanié, avec des nominations qui promettaient de consolider un projet politique ultra-conservateur. Et pourtant, lorsqu'il a fallu se prononcer sur les limites du pouvoir présidentiel, Amy Coney Barrett, l'une de ses alliées les plus fidèles, a écrit noir sur blanc. Aucun président ne peut annuler le Congrès par décret. Ces mots sont comme des lames qui tranchent une structure de pouvoir qui semblait inébranlable. C'est la confirmation que même ceux qui partagent la vision idéologique de Trump voient la gravité de ce qu'il faisait. Le président ne peut pas être un monarque élu. Il ne peut pas gouverner par décret unilatéral. Le système de frein et contrepoids existe toujours. Et aujourd'hui, il a prouvé qu'il pouvait fonctionner. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, le chaos s'est installé. Des sources au sein même du gouvernement, dans des conversations avec le Washington Post et NPR, ont qualifié ce moment de paralysie administrative. Les agences fédérales sont sans direction. Les employés ne savent pas s'ils doivent suivre les anciens ordres, attendre de nouvelles instructions, suspendre des programmes entiers ou revenir au fonctionnement d'avant Trump. Des milliers de décisions administratives font désormais l'objet d'un examen juridique. Les départements qui fonctionnaient sur la base des ordres suspendus ont les mains liées. La machine étatique est à l'arrêt, et cette paralysie a des effets réels. Les opérations d'immigration basées sur les décrets présidentiels sont désormais suspendues. Les licenciements massifs prévus par Trump ont été annulés. Le contrôle budgétaire centralisé qu'il avait imposé a été déclaré illégal.
et toute tentative d'utiliser les troupes de la garde nationale dans des opérations de sécurité intérieure, sans l'accord des États, a été définitivement bloquée. L'impact pratique est énorme, mais l'impact symbolique est peut-être encore plus grand. Car le message de la Cour est clair, le président n'est pas un roi. Il ne peut pas utiliser des décrets pour passer outre le Congrès. Il ne peut pas ignorer les lois fédérales. Il ne peut pas transformer l'État en un reflet de sa propre volonté. Et les termes utilisés par John Roberts, président de la Cour suprême, font écho à cet avertissement de manière cinglante. Une autorité sans limite touche au cœur même de la République. Lorsque le juge le plus réfléchi et le plus institutionnaliste de la Cour parle du cœur même de la République, il dit en substance que Trump ne se contente pas d'exagérer, mais qu'il met en péril le fonctionnement même de la démocratie. Et lorsque cet avertissement provient d'une décision qui a réuni 7 ministres, dont les 3 nommés par Trump lui-même, la force du message devient incontestable. Si ce contenu vous parle, si vous aussi vous sentez que quelque chose ne va pas, mais que la vérité finit toujours par être étouffée, alors peut-être que cette chaîne est exactement ce que vous cherchiez depuis si longtemps. Ici, nous disons ce que beaucoup ont peur de dire. Avec courage, avec des faits, avec respect pour ceux qui nous regardent, mais sans rien passer sous silence. Abonnez-vous à la chaîne pour nous accompagner dans cette quête de justice, de transparence, et dans le pays où la voix du peuple compte à nouveau vraiment. C'est gratuit, rapide, et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Mais cela peut aussi être le début de quelque chose de plus grand, un espace où vous ne vous sentirez plus seul. Alors, si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu. Abonnez-vous et restez avec nous. Trump se retrouve désormais sans outils, sans décret, sans le réseau d'ordre qui lui donnait agilité et contrôle. Il ne peut plus contourner facilement le Congrès, il ne peut plus faire taire les États, il ne peut plus imposer des changements structurels sans passer par les procédures légales. Et le pire pour lui, il ne peut plus convaincre le pays que son autorité est incontestable. Car aujourd'hui, la plus haute cour du pays, celle qu'il a contribué à mettre en place, a déclaré sans ambages que ses actions étaient inconstitutionnelles. C'est le début d'un véritable changement. Non pas parce qu'il vient des politiciens, mais parce qu'il vient de la Constitution qui est enfin défendue. Et le peuple, qui s'est si souvent senti impuissant, voit maintenant qu'il existe bel et bien une limite. Et celle-ci a été fermement établie. Ce qui va se passer ensuite est encore incertain. Mais une chose est claire, l'ère des décrets impunis a subi aujourd'hui un coup qui pourrait être irréversible. Les dégâts causés par cette décision historique de la Cour suprême ne se limitaient pas à la suspension des décrets ni à la déstructuration de l'appareil public. Nous assistons à un effet domino institutionnel qui touche de plein fouet le centre névralgique du gouvernement Trump. Car lorsque la Cour déclare que les actes du président sont inconstitutionnels, elle ne se contente pas de bloquer les ordres futurs, elle remet en question la légalité de tout ce qui a déjà été fait sur la base de ces ordres. Cela ouvre une dangereuse porte à des enquêtes, à l'annulation d'actes administratifs, à des contestations judiciaires rétroactives et surtout à une crise de légitimité qui se propage comme un poison dans les couloirs du pouvoir. Les avocats et les spécialistes du droit constitutionnel de l'opposition s'organisent déjà pour ouvrir des commissions d'enquête chargées d'examiner chacune des décisions prises sur la base de ce pouvoir, désormais considéré comme illégal. Et cette initiative pourrait s'étendre non seulement au pouvoir législatif, mais aussi au pouvoir judiciaire et au ministère de la Justice lui-même, qui risque d'être remis en question pour avoir approuvé ou omis d'agir face aux actions du président. Les signes de tension sont visibles. La base républicaine est fragmentée. Une partie des alliés de Trump tente de minimiser la décision, la traitant comme un nouvel épisode de persécution institutionnelle. Mais il existe une aile plus pragmatique qui voit dans la décision de la Cour suprême un véritable tournant. Les parlementaires du parti lui-même commencent à s'inquiéter de l'usure électorale. Ils savent qu'à la veille des élections de mi-mandat, l'image d'un président battu par ses propres juges n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler avec de la rhétorique. C'est pourquoi, dans les coulisses, un mouvement de limitation des dégâts commence à émerger. Une tentative désespérée de restructurer l'administration pour donner une apparence de normalité. Mais comment feindre la normalité alors que tout s'effondre autour de soi? Comment dissimuler l'odeur de la crise lorsque la Cour suprême révèle que le président a dépassé toutes les limites constitutionnelles possibles? Les médias, même ceux qui étaient auparavant favorables à Trump, ont commencé à laisser place à des analyses plus sévères. Les éditorialistes parlent d'autocratie frustrée, de tentatives ratées de capturer l'État, de rébellion judiciaire contre l'abus de pouvoir. Ce qui était murmuré est désormais dit haut et fort.
que Trump a tenté de gouverner comme un empereur, qu'il a transformé des agences indépendantes en bras politiques, qu'il a utilisé les forces armées comme garde personnel déguisé, qu'il a reconfiguré le budget fédéral comme s'il s'agissait du coffre-fort d'une entreprise privée, et que maintenant, tout cela est démantelé par la force de la loi. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, la décision de la Cour n'était pas protocolaire. C'était une réponse dure, claire et sans équivoque à une escalade autoritaire qui semblait ne plus avoir de limites. Et si la conséquence immédiate est le gel des décrets présidentiels, l'impact moral et symbolique est encore pire. Car désormais, chaque pas que fera Trump sera scruté. Chaque mouvement sera interprété à la lumière de la décision de la Cour suprême. Il ne gouverne plus avec une autorité absolue. Il gouverne entouré de doutes, de méfiances, de résistances internes. Ses ministres sont divisés. Ses bases juridiques sont désintégrées. Ses stratégies de pouvoir sont revues en temps réel. La crise n'est pas seulement juridique, elle est existentielle. C'est un président à qui l'on rappelle qu'il ne peut pas tout faire, qu'il y a une limite, et que cette limite, une fois franchie, a un prix élevé, public et irréfutable. Et c'est dans ce contexte que surgit la plus grande question de toutes. Que peut faire Trump maintenant ? Sans les décrets qui lui garantissaient le contrôle des principaux organes du gouvernement, sans le soutien juridique pour imposer sa volonté unilatérale, sans la confiance aveugle de ses alliés les plus stratégiques, le président s'aventure sur un terrain glissant où chaque décision doit passer par le filtre qu'il a toujours essayé d'éviter, celui du processus démocratique. Et c'est là que réside le problème. Car Trump n'a jamais été un négociateur traditionnel. Il a toujours fonctionné sur la base de l'imposition, de la confrontation, du conflit. Travailler en collaboration avec le Congrès n'était pas son fort. Écouter des conseils juridiques qui le contredisent, encore moins. Respecter les agences indépendantes et suivre les rituels juridiques a toujours été pour lui un obstacle à surmonter, et non une règle à suivre. Et maintenant, précisément maintenant, tout ce qu'il attend, ce sont des règles, des limites et des institutions qui viennent de prouver qu'elles ont encore du pouvoir. La presse internationale réagit également avec intensité à cette décision. Les journaux européens et latino-américains soulignent le caractère inédit de cette décision, le fait que 3 des 7 votes qui ont bloqué Trump provenaient bien de juges qu'il avait lui-même nommés. Les analystes étrangers voient un affaiblissement clair de la figure présidentielle américaine, ce qui n'avait pas été observé depuis le scandale du Watergate. Les comparaisons avec Nixon refont surface. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de bande qui fuit, il y a des décisions qui sont annulées. Il ne s'agit pas d'une obstruction à la justice comme auparavant, mais d'une subversion de l'ordre constitutionnel en plein jour. Et cette fois-ci, ce n'est pas la presse qui a révélé la vérité. C'est le système judiciaire lui-même, utilisant son autorité suprême pour mettre un frein à celui qui se croyait au-dessus de tout. Et si vous êtes encore là, c'est parce que cela vous touche aussi d'une manière ou d'une autre. Car au fond, nous ressentons tous lorsque le pouvoir tente de nous faire taire, lorsque la démocratie devient un spectacle, quand la vérité est été façonnée par décret. C'est pourquoi je vous demande sincèrement, laissez votre commentaire ci-dessous. Écrivez « Trump ne nous fera pas taire ». Cette phrase, petite et simple, aide notre chaîne à atteindre ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe. Elle renforce une communauté qui résiste à la manipulation, et elle montre qu'il existe encore des voix, prêtes à se battre pour la vérité. Votre participation fait la différence. Alors, si vous n'avez pas encore commenté, commentez maintenant. Nous lisons tout et répondons à tout ce que nous pouvons. Maintenant, pour en revenir au cœur de la crise, une question commence à circuler dans les couloirs du Congrès. Cette décision de la Cour suprême pourrait-elle être le déclencheur de quelque chose d'encore plus important ? Face à la gravité de la violation constitutionnelle, le Congrès sera-t-il poussé à ouvrir de nouvelles procédures de responsabilisation ? Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles des groupes au sein de la Chambre des représentants seraient en train d'organiser la réactivation de commissions spéciales pour enquêter sur l'étendue des abus de pouvoir. Le mot « destitution » n'est pas encore prononcé clairement, mais il plane déjà dans l'air comme une possibilité de plus en plus plausible. Et cela change tout, car si auparavant, le bouclier institutionnel de Trump semblait inébranlable, il présente désormais de sérieuses fissures. Des fissures qui peuvent être exploitées politiquement, juridiquement, institutionnellement. Et le plus impressionnant est de constater que l'effondrement a commencé par un vote, par un document de 93 pages, par 7 ministres qui ont dit « ça suffit ». Quand l'histoire se penchera sur ce moment, elle le verra peut-être comme le début de la fin d'un modèle de pouvoir fondé sur les décrets et la peur. Et elle verra peut-être aussi le début d'un nouveau cycle où, enfin, la Constitution sera à nouveau respectée. Trump est toujours président, mais ce n'est plus le même président.
car il gouverne désormais dans l'ombre d'un verdict qui dit clairement qu'il a dépassé toutes les limites. À partir de maintenant, ce qui se profile, c'est un champ de mine politique, juridique et institutionnel. Trump, auparavant considéré comme intouchable grâce à ses manœuvres administratives et à la protection de son parti, se trouve confronté à un nouveau type d'obstacle. Un obstacle qui ne peut être surmonté ni par des discours enflammés, ni par des décrets autoritaires. La Cour suprême a tracé une ligne et a clairement indiqué qu'à partir de là, chaque pas pris en dehors de la Constitution coûtera cher. Non seulement pour lui, mais aussi pour toute la structure qui s'est alignée passivement sur ses excès. Les alliés du président qui, jusqu'à hier, garantissaient sa force, sont désormais confrontés à des dilemmes qui dépassent la loyauté partisane. Rester aux côtés d'un gouvernement qui a perdu son principal outil exécutif peut être un suicide politique en période électorale. C'est pourquoi on observe déjà un mouvement de distanciation. Les sénateurs évitent les caméras, les députés reformulent leurs discours, les conseillers changent de ton sur les réseaux sociaux. C'est comme si tout le monde savait que la fin d'un cycle approche, mais que personne ne voulait être le premier à l'admettre. Pendant ce temps, Trump s'isole, acculé par la décision judiciaire, sous la pression des enquêtes, menacé par des poursuites judiciaires et désormais affaibli par sa propre base. L'homme qui s'était construit une image d'invulnérabilité, qui se présentait comme le seul capable de rompre avec le système, doit désormais recourir au même système qu'il a méprisé pour tenter de sauver ce qui reste de son gouvernement. Il a besoin du Congrès, il a besoin d'alliances, il a besoin de la légalité. Et c'est peut-être là le plus grand coup de tous. Car le pouvoir qu'il exerçait n'était pas seulement institutionnel, c'était le sentiment qu'il pouvait tout faire, que rien ne pouvait l'arrêter, que les règles étaient maintenant malléables à sa volonté. La Cour suprême n'a pas seulement détruit des décrets, elle a détruit cette illusion. Et ce faisant, elle a ébranlé les fondements émotionnels de son électorat, le récit de grandeur construit au fil des ans, le fantasme d'impunité cultivé à chaque conflit. Le pays entre maintenant dans une phase de redéfinition. Tout ce qui a été fait ces dernières années sous l'égide de l'autoritarisme présidentiel sera réévalué. Et cela aura des conséquences concrètes. Les agences d'alliance fédérale devront revoir les contrats, les décrets, les budgets. Les services juridiques travailleront sans relâche pour réparer les dégâts. Les gouverneurs qui ont résisté aux tentatives de fédéralisation de leurs troupes se sentent désormais soutenus pour prendre des mesures plus fermes. Et l'opposition gagne des munitions pour transformer cette décision en cheval de bataille électoral. Les élections de mi-mandat ne seront pas seulement une lutte entre les partis, ce sera une dispute entre deux modèles de gouvernement, l'un basé sur la légalité, l'autre sur l'imposition. Et la décision de la Cour suprême est au cœur de ce débat, car elle ne se contente pas de condamner ce qui a été fait, elle définit ce qui ne peut plus être fait à l'avenir. Elle limite, avec force de loi, les délires de grandeur qui ont transformé la présidence en champ de bataille personnel. Dans ce scénario, l'instabilité va inévitablement s'accentuer. Trump, connu pour doubler la mise chaque fois qu'il est confronté, va probablement tenter de réagir. Il peut attaquer la Cour, il peut contester la légalité de la décision, il pourrait appeler sa base à faire pression sur le Congrès, mais aucune de ces stratégies n'a plus le poids qu'elle avait auparavant, car il existe désormais un document juridique, signé par 7 ministres de la plus haute instance, affirmant que les actes de Trump n'ont aucun fondement juridique. Et cela change la donne, cela change la perception du public, cela change la dynamique institutionnelle. Il peut crier, il peut taper du pied, il peut même proférer des menaces, mais il ne peut plus prétendre avoir le contrôle total, parce qu'il ne l'a pas. Et tout le monde le sait désormais. Dans les coulisses du parti républicain, le malaise grandit. Certains parlent de remplacer les dirigeants, d'autres de limiter les dégâts. Certains prônent une rupture totale, affirmant qu'insister pour défendre Trump à ce stade pourrait conduire le parti à un effondrement électoral. Les démocrates, quant à eux, intensifient leur offensive. Des commissions spéciales sont mises en place. Des dossiers sont constitués. Des plans de responsabilisation institutionnelle commencent à être discutés. Le Congrès s'active comme un organisme qui se réveille après des années de léthargie. Et le pays observe, partagé entre le soulagement de voir la Constitution respectée et la crainte de ce qui reste à venir. Car si d'un côté, la décision de la Cour suprême représente un soulagement institutionnel, de l'autre, elle révèle l'ampleur du fossé qui s'est creusé ces dernières années. Un président qui a gouverné par décret, qui a utilisé les forces armées comme police politique, qui a concentré les pouvoirs et ignoré les lois, et qui n'a été arrêté que parce que 7 ministres ont eu le courage de dire « ça suffit ». Ce n'est pas un détail, c'est un avertissement. C'est le reflet de ce que les États-Unis ont failli devenir. Et c'est pourquoi ce moment doit être mémorisé.
Il doit être consigné, car si on l'oublie, on court le risque de le répéter. L'avenir immédiat est incertain. Trump occupe toujours le siège présidentiel. Il a toujours des alliés. Il a toujours de l'influence. Mais il n'a plus le bouclier juridique qui le protégeait. Et sans ce bouclier, chaque faux pas peut être fatal. Les enquêtes en cours prennent un nouvel élan. Les procureurs savent désormais qu'ils peuvent aller de l'avant. Les juges des instances inférieures se sentiront plus en sécurité pour statuer contre les abus. Et l'opinion publique, nourrie par cette décision historique, aura une vision plus claire des limites du pouvoir présidentiel. Cela crée un environnement plus propice à la responsabilisation et plus difficile pour ceux qui pensent pouvoir tout faire. La chaîne Pump Politics existe précisément pour cette raison, pour montrer que la vérité a encore sa place, que la justice peut être rendue, que le peuple mérite de comprendre ce qui est en jeu, sans manipulation, sans distorsion, sans le filtre toxique de la propagande. Si vous êtes avec nous jusqu'ici, c'est parce que cela vous importe. Alors je vous demande une chose, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Aimez, commentez, abonnez-vous. Ce n'est pas par vanité, c'est parce que cela aide ce contenu à toucher plus de gens. Cela aide à construire un réseau de résistance pacifique, informé et ferme contre toute tentative de détruire ce qui reste de démocratie dans ce pays. Cette affaire sera étudiée pendant des décennies. Le vote d'Amy Coney Barrett, affirmant qu'aucun président ne peut annuler le Congrès par décret, sera cité dans les cours, les tribunaux, les livres et les débats politiques pendant des générations. L'avertissement de John Roberts sur la menace qui pèse sur le cœur de la République sera repris chaque fois qu'un dirigeant tentera de se placer au-dessus des institutions. Et le nom de Trump sera à jamais associé à ce point de rupture. Pour certains, il sera le symbole de la résistance. Pour d'autres, celui d'un danger surmonté. Mais pour l'histoire, il sera l'exemple de ce qui se passe lorsque le pouvoir est utilisé sans limite. Et lorsque finalement, les limites s'imposent à nouveau. C'est l'un de ces moments où le pays doit s'arrêter et se regarder en face. Où chaque citoyen doit comprendre que la politique n'est pas un spectacle, que l'État n'est pas le prolongement de la vanité de quiconque, et que la liberté, la justice et la démocratie ne survivent pas toutes seules. Elles doivent être défendues, chaque jour, par nous tous. Restez avec nous. La lutte pour la vérité et la justice continue.